Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, ravi de vous retrouver, nous sommes en direct, il est 10h33, nous démarrons pile à l'heure aujourd'hui et ça tombe bien car notre invitée du jour est une journaliste, une présentatrice assoiffée de nouvelles expériences dont la curiosité semble décidément insatiable, du service sport de France Inter au Grand 8 en passant par la fête de la musique, oui, aux côtés de Patrick Sébastien, cette femme nous prouve que non, définitivement non, elle ne veut pas entrer dans une case, mais attention ce matin, c'est la journaliste engagée que nous recevons, celle qui a bien l'intention de mettre en lumière tous ceux qui sont, hélas, un peu trop souvent dans l'ombre. Bonjour Aïda Toueri. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Merci à vous. Moi aussi, j'étais pile à l'heure. Vous avez remarqué Absolument. Tout le monde est à l'heure aujourd'hui. C'est magnifique. Depuis lundi, vous réalisez et produisez un programme court sur le dynamisme du monde associatif. C'est tous les jours à 20h50 sur RMC Story. C'est la chaîne numéro 23. On la rappelle évidemment pour les gens. Ça s'appelle Engagez-vous et c'est un appel que vous lancez vous-même, j'imagine, à travers ce titre. Absolument, et c'était d'ailleurs un des titres d'un des livres de Stéphane Hessel, lui-même homme engagé, ancien résistant, qui avait commencé par Indignez-vous à l'attention de la jeunesse et qui avait terminé par Engagez-vous, un livre avec Gilles van der Ponen. Qui avait un succès absolument incroyable. Ouais. Dingue. Et en fait, ce manifeste, puisque vous l'appelez comme ça, c'est vraiment l'histoire de gens. J'avais envie de raconter l'histoire de gens qui s'engagent, de gens qui s'aident, de gens qui œuvrent les uns avec les autres et qui se tendent la main. Et en réalité, j'ai découvert toute une frange de cette France dont on ne parle pas beaucoup, mais de ces Français solidaires et qui véritablement font beaucoup au quotidien. Et le tissu associatif est énorme en France, hein. On ne s'en rend pas toujours compte au quotidien. Mais et c'est quelque chose que j'ai moi aussi découvert. En fait, on a en France plus d'1,5 million d'associations, vous vous rendez compte? Ça veut dire que ce 1,5 million d'associations draine énormément de bénévoles, 22 millions de bénévoles en France. Ça veut dire quand même une personne sur 4. Ça veut dire qu'autour de vous, vous avez forcément quelqu'un qui œuvre dans une association. Alors ça peut être une association sportive, une association culturelle ou une association à visée sociale. Et c'est vraiment ce que je fais pour RMC Story. J'avais envie de raconter ces histoires de gens. Et on va évidemment parler de ces histoires de gens dans un instant. On est en direct, je le rappelle, sur Figaro Live, sur tvmag.com, sur la page Facebook de TV Magazine. Vous pouvez poser toutes vos questions. Aïda Toueri, est-ce que vous trouvez qu'on parle trop peu souvent des associations à la télévision? Êtes-vous vous-même engagé dans une association, une organisation caritative? N'hésitez pas, vous posez toutes vos questions et elle y répond après les news médias avec Damien Canives. Bonjour Damien. Bonjour Nicolas, bonjour Aïda. On démarre tout de suite ces news médias avec les audiences. TF1 a gagné. Premier, évidemment, TF1 peut sortir la boule à facettes. Tous les jours, mais bon, hier c'était bien. La chaîne peut sortir les cotillons, Nicolas, car elle s'est hissée en tête du classement des audiences. TF1 dégainait la 15e saison de Grey's Anatomy, notamment portée par Hélène Pompeo, que l'on connaît tous ici. 3,6 millions de fidèles en moyenne, soit 16,2% de part d'audience. C'est un score en légère baisse, effectivement, par rapport au lancement de la précédente saison, mais qui permet tout de même à TF1 de devancer France 2. La chaîne de service public dégainait un téléfilm inédit intitulé Illégitime avec Guy Marchand et Thierry Neuvik. 3 millions de téléspectateurs en moyenne, 13,1% de part d'audience. Sur la troisième marche du podium, on retrouve évidemment le concours culinaire Top Chef qui signe un score stable sur une semaine en compagnie de 2,6 millions de gourmands. Et enfin, on termine sur une petite déception, signée cette fois-ci C8. La chaîne diffusait le spectacle de Nawel Madani intitulé C'est moi la plus belge. 557 000 curieux étaient d'humeur riante hier soir, 2,8% de part d'audience. C'est dommage que le spectacle était vraiment très drôle. Hier, on a vu, alors TPMP n'a pas dépassé le million, Quotidien a fait 1,4 million. Entre les deux, par exemple, est-ce qu'il y a une émission que vous regardez TPMP, Quotidien, je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de regarder, mais je zappe énormément en fait. Et j'aime bien regarder les talks, j'aime bien regarder C'est à vous aussi, j'aime bien regarder Quotidien. Mais en fait, je trouve mon compte dans chaque émission que je regarde, donc c'est plutôt chouette. Et vous regardez quoi? Aïda Toueri regarde quoi plutôt? À la télé, des séries, des divertissements, des documentaires? Vous êtes quel genre? Du sport aussi? Alors moi, je consomme pas la télé de manière linéaire, je consomme beaucoup en replay. Podcast pour la radio et replay pour la télé. Donc je suis pas à heure fixe devant ma télé et je regarde vraiment ce que j'aime. Alors parfois je suis d'humeur voyageuse, donc je regarde des documentaires de Choya TV. Parfois je suis d'humeur découverte, donc je regarde des documentaires d'RMC Découverte. Donc tout dépend de mon humeur du moment, mais c'est vrai que j'aime bien les séries. J'attends Game of Thrones avec impatience. C'est dans pas très longtemps, vraiment là je me dis c'est le 18 ou 19 je crois. Oui, c'est ça, sur OCS évidemment à l'heure américaine.
américaine. On sera évidemment tous là pour cette saison. La dernière, le final. Vous n'êtes pas la seule, Aïda. On va former un club. On continue ces news médias avec l'arrivée d'un acteur de renom dans Capitaine Marlowe. Exactement. En fait, nous vous annoncions, souvenez-vous, hier matin sur ce plateau, le retour de la gendarme la plus barrée de la télévision française, interprétée par Corinne Maziero, le mardi 2 avril, pour inaugurer cette nouvelle salve d'épisodes inédits. Et bien, la flic qui porte la chapka à merveille donnera la réplique à Isabelle Adjani. Et ce matin, dans Le Parisien, nous apprenons l'arrivée d'un nouvel acteur le temps d'un épisode. Il s'agit de Cadmerade, que les Français ont davantage l'habitude de voir au cinéma. Voilà, dans quelques jours, alors il Baron Noir sur Canal. Exactement, avec un succès incommensurable. Il se rendra dans la Creuse pour tourner ce personnage qui sera une ancienne gloire de la chanson française, un peu tombée dans l'oubli. Alors, est-ce que Cadmerade, en tout cas son personnage, a commis un meurtre? C'est là toute la question. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il sera mêlé à l'enquête. Voilà, donc de toute façon, il sera dans de beaux draps. Donc, comme vous l'avez rappelé, Nicolas, il a joué dans Baron Noir, et après le succès de cette série sur Canal+, il a l'air de vouloir investir un petit peu l'univers de la télévision, parce qu'on rappelle que prochainement, les téléspectateurs l'apercevront dans la peau de Xavier Dupont de Ligonnès dans une mini-série qui sera diffusée sur TF1. C'est vrai, absolument. Il y a une adaptation de la vie de Xavier Dupont de Ligonnès. On le voit à travers vos publications sur les réseaux. Aïda, vous êtes aussi très engagée dans la cause des femmes. On le voit, le Capitaine Marlowe, aujourd'hui, depuis 2 ans, c'est la série française qui a la plus grosse audience. C'est entre 7 millions et demi à chaque fois. Une femme qui répond absolument à évidemment aucun critère, ni de sexy, ni de quoi que ce soit. Elle a une chapka, elle a un accent du Nord, etc. Est-ce que ça fait aussi avancer la cause des femmes? C'est pas la seule, sur France 3, on voit Cassandre, il y a de plus en plus d'héroïnes féminines. Je crois qu'en fait, les gens ont besoin de voir à la télévision des personnes qui leur ressemblent, tout simplement. Voilà, du vrai, pas du fake, pas... Corinne Maziero, pour ne citer qu'elle, elle a sorti un film il y a quelques semaines, Les Invisibles, où elle incarnait donc une personne qui accueillait des SDF, des femmes SDF. Et à travers cette histoire, en fait, moi j'ai découvert l'histoire de Corinne Maziero, qui avait été elle-même SDF, qui avait elle-même été à la rue. Mais je pense qu'en fait, sans que les gens sachent vraiment son parcours, je pense que on devinait chez cette femme, en tout cas, une authenticité que peut-être les gens ont besoin de ça en ce moment. Et je crois que l'actualité récente nous montre qu'effectivement, on a besoin de voir des gens comme nous, on a besoin de voir des gens qui cèdent, on a besoin de positif dans nos vies. Absolument. Et les femmes héroïnes de séries, c'est évidemment bien. J'imagine, pendant longtemps, ça a été des hommes. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, effectivement, et très différentes. C'est important aussi. C'est quand même la moitié de l'humanité, donc effectivement. C'est pas faux. Vous avez raison. C'est normal, non? Donc c'est normal qu'à la moitié, ce sera au moins la moitié des diffusions télé. On termine ces news médias avec une enquête de nos confrères de Télé 2 Semaines, où on apprend les salaires de certains animateurs télé. Vous avez celui d'Aïda ou pas? J'ai tout. J'ai celui d'Aïda. J'ai même le vôtre, Nicolas, mais je ne le dirai pas. Effectivement, vous avez raison. Le magazine en fait a décidé de révéler les salaires des présentateurs, des animateurs, des chroniqueurs, des acteurs qui œuvrent à la télévision. C'est le genre d'information croustillante, évidemment, qui titille la curiosité des téléspectateurs. Alors on apprend dans cette enquête qu'il y a aussi beaucoup de disparités entre les salaires. Par exemple, Karine Ferry serait payée 1 500 € pour chaque tirage du loto sur TF1, quand Cyril Ferraud, qui tient les rênes de Slam, pour qui dire est 12, 14, 32. Exact. Et le numéro complémentaire, Nicolas, attention, c'est important. Il y a également Cyril Ferraud, vous savez, qui anime le jeu à succès Slam. Voilà, exactement. Alors pour Slam, pour chaque numéro, il serait payé 650 € par émission. Donc la chanteuse Jennifer, qui officie également dans le fauteuil de coach sur TF1 dans The Voice, serait payée 500 000 € par saison dans The Voice, donc. Et une partie du dossier aussi est consacrée largement aux chroniqueurs qui officient dans Touche pas à mon poste sur C8. Et là aussi, on y voit quelques disparités, de 150 à 1 500 € pour chaque chroniqueur, avec une mention spéciale pour Benjamin Castaldi, qui lui anime de temps en temps des primes sur C8. Et pour chaque prime, il obtiendrait environ 4 000 € par émission. Wow. Et est-ce que dans ces chiffres-là, vous avez des données en fonction des genres hommes-femmes? Est-ce qu'il y a une égalité salariale ou pas? Alors ça, le dossier ne le précise pas forcément. Effectivement. Alors, Karine Ferry, 1 500 € par tirage du loto, ça dure quoi? 1 minute 30. Et Cyril Ferraud, 600 €. Est-ce qu'il y a un homme pour le même poste? Parce qu'elle n'est pas la seule à tirer les numéros du loto. Donc absolument, oui, c'est certain. Jean-Pierre Foucault aussi. Après, il y a peut-être une question d'ancienneté, j'en sais rien, mais effectivement, on a quelques salaires. Ça paraît choquant, les salaires de l'ATH, à chaque fois qu'on en parle, Aïda, ou pas spécialement. On voit le service public paye beaucoup moins que le privé, bien sûr. Mais je pense que pour les Français qui nous regardent, oui, ça peut paraître énorme.
Maintenant, je pense que pour les gens qui sont dans ce milieu depuis longtemps, il y a effectivement une baisse des salaires de la télévision, donc c'est une réalité aussi. Maintenant, voilà, c'est une carrière qui est assez précaire aussi, qui peut s'arrêter très vite. Absolument, il y a, je veux dire, les émissions peuvent s'arrêter du jour au lendemain, vous n'avez pas forcément d'assurance chômage, de sécurité de l'emploi, donc tout ça, ce sont des données qui ne sont pas forcément connues du grand public. Je ne vais pas dire que ceci explique cela, mais voilà, il y a une part en tout cas d'inconnu et de rémunération aussi de l'image. Vous n'aviez jamais envie, vous, d'être chroniqueuse, par exemple, vous avez été longtemps en groupe Canal+, aller par exemple chez Cyril Hanouna sur le plateau, comme beaucoup de gens sont passés du groupe Canal, de Christine Kelly à Benjamin Castaldi. Touche pas à mon sport un peu, parce que vous adorez absolument, le sport. Et c'était en même temps que le Grand 8. Mais non, c'est vrai que j'ai pas fait ça encore. J'ai fait beaucoup de choses, mais pas ça. Mais pas chez Cyril Hanouna. Eh bien, ce sera peut-être dans le futur. Merci beaucoup, Damien. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini, Nicolas. Il y en aura d'autres demain. Eh bien, absolument. On sera évidemment de retour demain pour les news médias. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions avec Aïda Touré. Engagez-vous, c'est le nom du programme que vous réalisez et que vous produisez sur RMC Story. Aïda, c'est toute la semaine à 20h50 sur RMC Story, chaîne numéro 23. Ça passera en hebdo à partir de la semaine prochaine, c'est ça ? Tout à fait. C'est-à-dire que là, on vous a donné envie toute la semaine. Et à partir de la semaine prochaine, on distille la petite dose pour que vous ayez encore envie de revenir tous les lundis. Un petit peu. Voilà, exactement. Quel genre d'association vous allez mettre en lumière dans cette émission ? Comment se fait vos choix pour mettre les associations dans cette émission ? Alors ça a été des choix personnels qui ont été partagés avec la chaîne évidemment, mais j'avais envie vraiment de m'orienter vers les gens qui œuvrent pour les plus démunis, pour les plus précaires, pour l'environnement également, pour la lutte contre les discriminations, la lutte contre les violences, et je vous assure que le champ est tellement vaste que là j'ai 52 associations au programme. 52 émissions, 52 associations, mais j'en ai déjà 50 autres qui m'attendent quoi. Donc il y en a 1,5 million, vous l'avez dit vous-même. Il y en a 1,5 million, ouais. Alors après il y a beaucoup d'associations sportives, donc c'est moins, je vais dire, dans le champ de ce que je voulais faire. Mais ce qui ne va pas m'empêcher de parler de sport à travers des associations qui luttent contre les discriminations à travers le sport ou qui utilisent le sport comme moyen, par exemple, pour insérer d'anciens détenus. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de champs libres et vastes. Et voilà, donc je suis assez contente d'avoir cette liberté-là de traiter tous ces sujets qui sont en fait essentiels. Parce qu'on se rend compte que la plupart des associations, en fait, elles pallient le manque de services publics, le manque criant dans certains quartiers, dans des zones rurales où il n'y a absolument pas de transport. Vous avez un réseau qui s'est installé, un réseau d'autostop qui réhabilite l'autostop, mais pour le coup, qui devient quelque chose de tout à fait sécurisé. Donc, il y a plein de choses qui se font et on se dit, mais finalement, est-ce que ce n'est pas le rôle de l'État, en fait, de faire ça ? Mais les associations le font. C'est le cas. Les Enfoirés, par exemple, se posent la question tous les ans en se disant, on aimerait ne pas être là la saison prochaine. Ça fait 30 ans que les Restos du Cœur existent. C'est sans doute l'association la plus connue en France aujourd'hui. Et effectivement, ils sont toujours là. Les disparités qui peuvent exister, évidemment, c'est très important. Les Restos du Cœur, tout le monde les connaît. C'est une association gigantesque. Les petites, c'est aussi très important. Par exemple, vous parlez de Magissoin, je crois, qui est une association qui est née de la rencontre totalement improbable entre un magicien et un neuropsychologue. C'est quoi cette structure, par exemple, Aïda ? En fait, j'avais aussi envie de mettre en lumière des petites associations, des associations qu'on ne connaît pas. Vous avez cité les Enfoirés, voilà, tout le monde connaît. Quoi. Mais une association comme Magissoin, c'est tout simplement une personne qui travaillait dans l'industrie pharmaceutique et puis un jour qui a eu envie de sens, quoi, qui s'est dit j'en ai marre de faire juste améliorer la performance de mon entreprise. J'ai envie d'aider les gens avec ce que je fais. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait ? En fait, il aimait la magie. Et donc, il a appris la magie et il s'est dit finalement ce que je fais avec la magie. Parce qu'il a rencontré donc, cette neuropsychologue qui est devenue sa femme, pour la petite histoire. Et donc, il s'est rendu compte qu'avec ces petits gestes, les gestes de répétition, il pouvait rééduquer des enfants notamment qui souffraient de troubles moteurs. Donc c'est comme ça qu'est née l'association et je trouve que l'idée déjà elle est formidable et justement il œuvre dans des établissements hospitaliers, dans des instituts d'éducation motrice et voilà, j'avais envie aussi de mettre en lumière des gens tout simples mais qui nous font du bien aussi. Et évidemment qui sont très importants pour la société française. Damien. Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine. Vous pouvez encore poser toutes vos questions et envoyer tous vos commentaires. Alors, il y a du monde sur la page. Il y a Luc notamment, il y a Mehdi qu'on salue, qui a une bonne question qu'on posera peut-être tout à l'heure. Patricia et une question très intéressante d'Aude qui souhaite savoir, si vous avez là maintenant une baguette magique, quelle est la décision que vous prendriez pour rendre le monde plus juste ? Oh la vache, là, c'est difficile. Hein. Merci pour cette question, Aude. C'est très pertinent. Alors, moi, présidente,
Non, c'est ce que les associations essayent de faire, donc c'est vrai que c'est une question qui est aussi en rapport avec ce que vous faites. Déjà, j'aiderai les gens qui sont dans le besoin. Ouais. Vraiment, je pleure souvent en fait pendant mes tournages. Ouais. Je le montre pas parce que j'apparais pas à l'antenne, mais je suis toujours émue en fait par les personnes que je rencontre et qui, celles qui s'engagent, elles ont toujours eu quelque chose dans leur histoire personnelle qui a fait qu'elles se sont engagées. Cette semaine, par exemple, j'étais en service hématologique à l'hôpital Saint-Antoine où j'ai rencontré une jeune fille de 26 ans qui s'est engagée en fait pour faire du sport, pour proposer des séances de sport à des personnes qui sont donc en unité de cancérologie. Et vraiment, elle m'a beaucoup touchée cette fille parce qu'elle me disait, voilà, moi j'ai 2 de mes proches qui sont partis, qui sont morts d'un cancer, j'ai pas pu aider les miens, donc je veux aider les autres. Et ça, je veux dire, ça m'émeut à chaque fois, quoi. Donc, je réponds pas tellement à la question, madame, mais voilà, il y aurait tellement de choses à faire. J'ai envie d'aider tout le monde, vraiment. C'est le but. Beaucoup évidemment de choses à faire. Dans Engagez-vous, vous l'avez dit, Aïda, vous n'apparaissez pas. Pourquoi ce choix, particulièrement pour mieux mettre les personnes en avant? C'était plus facile, évidemment. On sait que derrière, vous montez tout, vous allez au contact avec les bénévoles. Mais pourquoi avoir décidé de ne pas apparaître dans le programme? Parce que je voulais vraiment que soient mises en lumière les personnes qui font, les personnes qui œuvrent. Moi, c'est vrai que je réalise, que je produis, c'est ma forme d'engagement, mais sur 3 minutes, je trouvais que voilà, il était plus juste, plus cohérent, plus essentiel de mettre ces gens-là en lumière. Damien. Alors, Mickaël souhaite savoir si vous aimeriez présenter un grand JT sur TF1 ou sur France 2. Parce qu'on rappelle que vous avez présenté des tranches d'information sur les chaînes d'information en continu, sur M6 également, le 1945. Est-ce que vous aimeriez présenter un grand JT sur TF1, par exemple? Alors, j'ai déjà... l'impression que c'est le Graal, ça. C'est vrai que j'ai déjà pratiqué l'exercice, alors pas sur TF1, mais voilà, en fait, j'aimerais bien qu'on me propose un journal avec des bonnes nouvelles dedans. Ouais. C'est-à-dire que malheureusement, les journaux télévisés sont souvent des litanies de mauvaises nouvelles. C'est une suite de morts, en fait, qu'on annonce souvent. Donc voilà, j'aimerais annoncer en fait des bonnes nouvelles. J'aimerais que voilà, à la fin de Jean-Pierre Pernaut est plutôt bienveillant, en tout cas plutôt positif. Peut-être que c'est pour ça que ça marche en fait. Parce que c'est quand même le journal le plus regardé d'Europe, donc il faut se poser la question. Et il met l'accent, la moitié du journal, sur effectivement tout ce qui est fait, les initiatives en région. Le monde associatif. Est-ce que vous pensez que c'est encore sous-représenté à la télévision? On recevait il y a 2 semaines Maya Loquet et Thomas Hill qui font la quotidienne sur France 5. Une émission qui prend en plus et qui marche très bien maintenant. Il en faut plus de ce genre d'émissions qui ont quand même aussi un côté feel-good et qui montrent les bons côtés de la société, comme vous disiez. Tout à fait. Je crois absolument à la nécessité de montrer davantage de choses positives à la télévision, de montrer davantage de personnes qui représentent les autres. Vous avez... Quand vous regardez les statistiques et les études, enfin, je crois que vous les connaissez par cœur, mais on voit que sont très peu représentées les personnes des classes les plus modestes, par exemple, les personnes issues des minorités ethniques aussi, des minorités des différentes classes sociales. Donc, il y a un problème de représentativité et je crois que ces associations-là, finalement, c'est un prétexte pour moi de montrer aussi cette France qu'on voit peu. Et est-ce que justement le fait de promouvoir ça, alors c'est à 20h50, c'est sur RMC Story, vous l'avez dit, là c'est évidemment toute la semaine, ensuite ce sera un hebdomadaire, est-ce qu'un programme de 3 minutes sur une chaîne qui passe du documentaire, beaucoup de sport, des séries et tout, c'est facile ou ça ressemble à Mission Impossible? Vous vous dites qu'il faut bien commencer de toute façon quelque part. J'ai volontairement choisi ce format court pour que justement ça devienne viral parce que je crois beaucoup au pouvoir des réseaux sociaux et le format de 3 minutes en concertation avec la chaîne toujours, on s'est dit dès le départ en fait on le fait court parce que l'idée c'est aussi qu'il soit partagé, je veux dire on ne le garde pas que pour nous quoi, c'est presque un bien commun en fait bien ce reportage. Moi j'ai pas du tout de plus vu absolument sur un réseau social. Mais tout à fait, donc c'est le but, à chaque diffusion moi je reprends moi-même sur mes réseaux sociaux, j'explique, je raconte un petit peu aussi comment s'est passé le tournage, je garde contact aussi avec les gens. Et donc plus efficace que si vous aviez un prime de 52 minutes par exemple, pour vous? Je me dis que c'est une forme aussi de diffusion qui est certes différente que du sacro-saint prime time, mais voilà, ça vit dans le temps aussi. Alors évidemment, on parlait de la générosité des Français, des associations, et pourtant l'année dernière, à Télé Carmonde a enregistré une baisse des dons de plus de 12% en France. Pour tout le Téléthon, par exemple, qui est une des plus grandes, a baissé de 8%. Comment ça se fait? Les Français ne sont plus généreux, sont devenus pingres, ou c'est la crise pour tout le monde, Aïda?
Non, je pense qu'effectivement, il y a la situation économique clairement qui a joué. Mais je pense aussi qu'il y a une défiance peut-être de certains pour des grandes associations. Il y a eu plusieurs scandales aussi d'associations. Celle de l'Arc notamment. Absolument, concernant les associations humanitaires. Mais je crois qu'en fait, quand les gens n'arrivent pas à aider financièrement, ils aident énormément avec leur temps. Je veux dire, 22 millions de bénévoles en France. Je veux dire, le temps, c'est de l'argent, on le sait. Donc, il y a quand même cette solidarité-là. Si elle ne se mesure pas au niveau financier, elle se mesure en termes de temps, elle se mesure en termes d'énergie. Je veux dire, moi, j'ai rencontré des gens qui avaient leur travail à côté et tout leur temps libre, c'était pour l'association. Je pense à, par exemple, l'association Rencontre-nous à Toulouse. Le fondateur, il a son boulot à Saint-Gaudens et il revient toujours à Toulouse, dans le camp de Roms de la Flambert, pour aider les Roms et les sortir de leur camp grâce à la culture. Donc, je trouve ça formidable. Mais ça semble plus important que de donner 50 € chaque année au Téléthon. Il a besoin d'argent, donc si vous pouvez donner-lui, aidez-le. Mais je trouve que voilà, c'est un engagement qui ne se mesure pas, quoi. Damien. Oui, Valérie offre un témoignage assez émouvant sur la page Facebook de TV Magazine et estime que grâce à vous, elle se sent moins seule. Voilà, donc un message assez sympa. Une question de Jean-Christophe sur Twitter qui souhaite savoir, est-ce que vous êtes plutôt Élise Lucet, présentatrice d'Envoyé spécial et Cache Investigation sur France 2, ou Bernard de la Villardière, présentateur de Dossier Tabou et Enquête exclusive sur M6? Alors j'aime bien Bernard, il me fait beaucoup rire, j'ai travaillé avec lui à M6 et j'aime bien aussi Élise Lucet, j'aime bien ses enquêtes. Maintenant, dans mon style d'interview, en fait, je suis ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que moi je suis vraiment dans l'écoute des gens, j'écoute beaucoup. Je trouve que voilà, pour s'adresser à quelqu'un, il faut d'abord l'écouter pour le comprendre, il faut l'écouter. Donc, je dirais que voilà, je suis ni l'un ni l'autre, je suis moi. Voilà, en toute modestie. C'est pas mal de. Mais cette façon qu'ils ont l'un et l'autre avec des styles différents pour la Villardière ou Élise Lucet de dénoncer des choses fortes, vous les comprenez, vous comprenez que ça marche. C'est vrai que les émissions Cache Investigation ou Enquête exclusive marchent plutôt bien. C'est aussi un moyen de faire rentrer des choses dans la tête des gens et des téléspectateurs ou oui, sans doute, c'est un style et puis aussi parce que c'est un style qui détonne, qui n'existe pas ça, aussi. Je veux dire, Élise Lucet, voilà, avant Cache Investigation, moi j'aimais beaucoup ces JT, ceci dit, mais voilà, avec Cache Investigation, il y a un style Élise Lucet qui plaît ou qui plaît pas, mais en tout cas, elle est là, elle fait son taf, elle fait son job, pardon. Donc voilà, mais pour revenir à la question, non, moi je m'identifie ni à l'un ni à l'autre. Mais c'est important de creuser au plus profond. On l'a vu, la crise des Gilets jaunes a révélé une défiance assez incroyable des Français, d'ailleurs, à l'égard des médias, des journalistes. Aujourd'hui, je crois que c'est à peine, même s'il y a 90% des Français qui estiment que les journalistes sont nécessaires, ils sont 22% à leur faire confiance. C'est très peu, très bas. Comment vous expliquez cette défiance ? Ça doit nous interpeller. Ouais. Ça doit nous interpeller. Et je dois dire aussi que peut-être que nous, journalistes, on a aussi besoin de reconnecter avec les gens, avec le terrain aussi. Parce que pour avoir aussi longtemps été sur les plateaux, c'est bien beau de parler de la France depuis son plateau, mais quand on ne va pas à la rencontre des gens, comment voulez-vous être crédible, en fait ? Et c'est peut-être aussi pour ça que les gens que les gens... Là, je crois que journaliste, c'est l'une des professions les plus détestées par les Français, avec élus et je ne sais plus dans le trio. Il y a les politiques qui sont juste derrière nous, je crois. Et voilà, puis derrière, ça va être les garagistes ou les avocats. Ou les inspecteurs du fisc aussi. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, c'est peu apprécié. Mais il y a une crise de confiance réelle. Et ce qui m'inquiète, moi, vraiment, c'est l'augmentation des fake news, en fait. C'est le fait que finalement, on prend aussi ce qui nous arrange, quoi. Quand on voit une information et qui nous plaît, on ne prend même pas le temps de la vérifier puisqu'elle est là, donc elle est vraie. Et je crois que ça aussi, ça doit nous interpeller et qu'il y a une nécessité aussi d'éduquer les gens aux médias, d'éduquer les gens pour la vérification, qui doit être en fait le socle de notre métier. Mais normalement, c'est le socle de notre métier, vérifier une info, non ? Absolument. Et c'est la base absolue du journalisme. Il y a un sondage qui a été réalisé par Via Voice pour les Assises internationales du journalisme. Plus de 53% des Français pensent que les médias ont mal couvert le mouvement des Gilets jaunes. Vous qui connaissez bien le monde de l'info et notamment des chaînes en continu, vous pensez que effectivement ça a été mal fait. Une chaîne comme BFM qui a été très critiquée, d'en faire parfois trop. Vous êtes plutôt d'accord, vous êtes journaliste aussi, mais comment vous avez regardé ça de l'extérieur, Aïda ? Moi, ce qui me dérangeait en fait beaucoup, c'était les commentaires en fait des pseudo-experts de tous les plateaux. Je vais citer aucune chaîne de télévision parce que je crois que l'écueil a été fait par tous. C'est-à-dire des experts qui viennent nous expliquer en fait comment il faut interpréter ou comment les gens pensent à leur place. Et ça, je veux dire, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Pour moi, le journaliste, c'est d'abord les faits
et après les commentaires. Mais d'abord, ce sont les faits et les commentaires par des gens qui sont vraiment experts de la question, pas des gens qu'on appelle sur tout et n'importe quel sujet. Et vous qui êtes allé évidemment à la rencontre des gens, des associations, des bénévoles de cette France, effectivement, qui travaillent et qui aident les autres, vous avez ressenti ce mouvement, cette colère des Gilets jaunes qui viennent de cette base, souvent? Non, parce que le mouvement a été plus ou moins tassé, mais j'ai ressenti en tout cas un réel besoin de communiquer de ce qui ne va pas, mais d'une manière, en fait, en montrant ce qui fonctionne, c'est-à-dire, regardez ça, et, voilà le problème, mais voilà la solution. Donc, ou ce qu'on essaye de faire en tout cas voilà, pour, exactement. Pour Donc voilà, finalement, on peut parler des problèmes, mais on doit parler aussi de ce qui fonctionne et de comment apporter la solution. Parce qu'une fois que vous avez dit, ah bah oui, rien ne va plus, ok, et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et bien, ce qu'on fait, c'est dans l'émission Engagez-vous, évidemment, tous les jours à 20h50. Canal 23. RMC Story, c'est toute la semaine pour vous mettre l'eau à la bouche. Ce sera en hebdomadaire ensuite à partir de la semaine prochaine. Damien, on dit au revoir, on arrive au bout du bout. On dit au revoir à Aude qui a posé énormément de questions sur la page Facebook de TV Mag. Il y avait Marine, voilà, Patricia, je pense. Et revenez nous voir aussi, comme ça vous pourrez répondre à toutes ces questions. Pas de problème, avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas, Aïda Toury. Merci d'être passé nous voir. Damien, nous on se retrouve demain à 10h30. On change de registre complètement. Demain, on reçoit un animateur de TF1 qui est capable de rester sur un piqué pendant des heures et des heures. Il dit la sentence est irrévocable. Vous l'avez reconnu, il anime Koh-Lanta. C'est Denis Brognard que nous recevrons demain sur ce plateau pour nous parler de cette nouvelle saison. Et l'émission préférée de mes enfants est voilà. Dès demain soir, effectivement, famille. Merci beaucoup, Aïda. Merci Damien. Excellente journée à toutes et à tous.